euh, la formation, c'est l'étude complète, statique et dynamique d'un bâtiment, selon le règlement, bien sûr, le VIAL, donc c'est déjà explicité dans la fiche de présentation. Donc, la formation se déroulera, donc le projet sera calculé en se basant sur la norme BAL 91 modifiée 99, pour les fondations, le DTE 13.12 et pour le calcul unique, ça serait le RPS 2011, donc c'est le règlement parasismique marocain. Donc, l'objectif, comme j'ai dit, de cette première séance, c'est une introduction. Donc, avant d'aller plus loin, je vais juste faire une petite introduction sur mon parcours, ma modeste expérience. Donc, je suis lauréat de l'école Hassaniya des travaux publics au Maroc, promotion 2011. Donc, j'ai 13 ans d'expérience, principalement dans les bureaux d'études. Donc, premièrement, j'ai commencé en tant qu'ingénieur de structure. S'il vous plaît, Youssef, est-ce que vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît? Parce qu'il y a un peu du bruit qui vient de là-bas. Merci. Donc, premièrement, en tant qu'ingénieur de structure, pendant 2 ans, et ensuite en tant que chef de projet, où j'ai été amené à gérer une équipe pluridisciplinaire de techniciens et de projeteurs, et d'ingénieurs également, et après en tant que directeur technique, et après en tant que gérant de bureau d'études. Donc, j'ai fait également un passage dans l'administration publique, l'OFPT pendant un an et demi. Après, j'ai démissionné pour se consacrer plus ou moins entièrement au consulting et à la formation professionnelle. Donc, je suis formateur consultant indépendant depuis novembre 2022, il y a à peu près 2 ans. Donc, pour ce qui est mon domaine d'expertise, c'est principalement le calcul de structure en béton armé et charpente métallique. Ensuite, le suivi et management des projets est au cours d'état, donc toute la partie bâtiment, depuis la phase APS jusqu'à la livraison du projet, donc passant par les phases conception, établissement des appels d'offres, suivi des travaux, réception, donc toute cette chaîne de valeur-là, j'ai eu l'occasion d'assister à des dizaines, si ce n'est pas des centaines de projets que j'ai eu l'honneur de faire partie, d'en faire partie. Ensuite, j'ai fait également les études et suivi d'allotechnique, notamment la climatisation, le traitement d'air et le désenfumage. Donc, j'ai travaillé sur des projets hospitaliers où j'ai fait dans la phase conception et la phase aussi réalisation de suivi, donc de la validation de la documentation des entreprises et le suivi technique de réalisation de ces lots. Je fais également l'étude et suivi des réseaux fluides, donc tout ce qui est plomberie sanitaire, assainissement, protection incendie, fluides médicaux. Donc tout ça, ça fait partie de mes compétences. J'ai des bases solides également en courant fort, courant faible. Donc tout ce qui est électricité, sécurité incendie, vidéosurveillance, donc les lots qui sont en relation avec les courants forts et les courants faibles. Le lot sécurité incendie, donc tout ce qui est établissement de l'enquête sécurité incendie, la lecture des documents et la réponse du bureau de contrôle vis-à-vis du respect ou non des exigences en termes de sécurité incendie des bâtiments. Pour ce qui est logiciel, c'est AutoCAD, Robot, PAC, Revit, Expert, Arch, MS Project, Pack Office, WordPress et j'en passe. Donc, tous les outils qui nous aident un peu à faire mieux notre travail. Donc, on essaye dans la mesure du possible, de s'initier au fur et à mesure. Donc, après cette petite introduction, je passe au programme de la formation. Donc, le programme de la formation, c'est déjà expliqué dans une petite vidéo, donc je le reprends pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le voir. Donc, c'est 4 modules. Donc, le premier module sera consacré principalement à la collecte des données. Donc, le module, l'étude de structure est scindé sur plusieurs étapes. Donc, la première étape, c'est cette étape de collecte des données et l'analyse des données. Donc, premièrement, on fait une visite du site du projet, c'est très important. On va voir pourquoi en détail lorsqu'on va aborder le chapitre. Mais cette visite-là, ça permet d'avoir une idée sur la topographie du terrain, sur la mitoyenneté, les bâtiments voisins, donc l'accessibilité aussi. Donc, tout ça, c'est très important quand on fait la conception et l'étude de structure d'un bâtiment. Ensuite, on va collecter les données. Donc, les données d'entrée. Donc, un ingénieur de structure ou bien un cabinet de structure reçoit des données d'entrée et il en sort avec des données de sortie. Donc, les données d'entrée, c'est principalement 5 éléments. Premièrement, c'est le levé topographique du site qu'on doit comparer avec la visite que nous avons déjà effectuée au site. Deuxièmement, le rapport géotechnique du sol qui sera la base de l'étude des fondations dans notre bâtiment. Troisièmement, c'est les plans d'architecte, c'est la base de tout ce qu'on fait sur le sujet. Quatrièmement, c'est l'enquête sécurité incendie. Cinquièmement, le cahier de charge du maître d'ouvrage qui peut contenir des informations plus ou moins pertinentes et importantes par rapport à ce qu'on fait dans notre travail, dans le volet structure. Ensuite, on va voir, une fois les données sont filtrées, sont analysées, on passe à l'étape d'hypothèse et conception.
Donc, les hypothèses, c'est surtout les normes avec lesquelles on va travailler, les matériaux qu'on va utiliser. Et donc, toutes ces hypothèses-là, c'est le concepteur ou bien l'ingénieur de structure qui sera amené à les choisir, soit dans son contexte ou bien qui fait des initiatives selon le contexte de son projet. Ensuite, on passe à la phase de conception. Donc, on va la voir en détail. C'est l'implantation des joints, l'implantation des poteaux, le choix des planchers, les retombées des poutres, le prédimensionnement, la descente de charge. Donc, on fait une descente de charge pour avoir une idée sur notre conception qu'on doit valider avec l'architecte. Donc, le point commun que nous avons avec l'architecte, c'est que nous avons un bâtiment architectural sur lequel on va implanter des éléments structuraux qui vont le supporter. Et le point commun entre nous, c'est de s'arranger ou bien de trouver des terrains d'entente sur ces emplacements-là, sur les dimensions des éléments à mettre en place. Donc ça, c'est une étape qui est cruciale pour l'avancement du projet. C'est le point qui présente le plus de conflits entre l'ingénieur structure ou bien le verrouillé de structure avec l'architecte. Donc, une fois cette étape est validée, on passe à la modélisation et l'analyse dynamique. Donc, une fois nous avons une conception qui a été validée par l'architecte, on passe à la modélisation. Donc, on modélise sur le logiciel robot, on fait une analyse modale, on calcule les périodes propres, on calcule tout ce qui est en relation avec l'analyse dynamique. On lance une analyse sismique selon le site du projet, là où il se trouve, dans quelle ville, quels sont les paramètres à prendre en considération, quelle est sa classe. Donc, tout ça, on va le voir en détail par la suite, Inch'Allah. Donc, une fois on vérifie ça, on doit satisfaire un ensemble de critères qui sont définis par le règlement marocain, par RPS 2011, principalement 5 ou bien 4 critères qu'on doit vérifier sur notre structure. On va les voir sur notre projet, on va les valider ensemble. Et une fois nous avons un modèle qui a été calculé, qui a été démontré globalement, c'est-à-dire il satisfait aux critères globaux de stabilité, on passe à l'étape de dimensionnement, le ferraillage des éléments de structure. Donc, c'est l'étape où on calcule concrètement le ferraillage des différents éléments sous les différentes combinaisons, que ce soit les combinaisons statiques, LU, LS, ou bien les combinaisons dynamiques dues au séisme, donc en fonction du type d'élément. Donc, voilà, globalement, c'est le parcours qu'on va emprunter ensemble, Inch'Allah, durant ces 2 semaines. Donc, le deuxième point, je ne vais pas vite, tout le monde me suit, très bien. Je sais, c'est un peu la nuit, vous êtes un peu fatigué. Non, c'est bien, c'est bien. Très bien. Très bien. Donc, je passe à la deuxième partie de cette présentation, donc, qui sera consacrée aux compétences requises pour un ingénieur de structure. Donc, j'ai voulu insister sur ce petit volet, qui est un volet très important pour réussir dans l'étude de structure. Donc, nous avons en principe 3 grands volets sur lesquels il faut développer pour réussir dans l'étude de structure. Et je terminerai avec quelques conseils pratiques pour vous aider mieux, surtout les débutants qui viennent de commencer leur carrière. Donc, des conseils qui sont pratiques, issus de l'expérience pour les aider à mieux faire et à gagner du temps et à ne pas recommettre les erreurs que nous avons commises dans notre parcours. Donc, les premières compétences, c'est des compétences techniques. Donc, les compétences techniques, ça renferme la maîtrise des normes et de calcul. C'est très important. Donc, quand on fait une étude de structure, généralement, les gens ne lisent pas les règlements. Elles se contentent des pratiques de bureau d'études dans lesquelles elles se retrouvent, ou bien les pratiques courantes qu'on utilise. Vous mettez un ferraillage de combien? De 14, pourquoi? C'est ce qu'on fait déjà. Sans faire un calcul, sans faire un retour. On met quoi comme dimension minimale du poteau? On ne sait pas. C'est 25. Pourquoi c'est 25? On ne sait pas. Donc, il faut toujours avoir le sens de revenir au texte et aux normes. Donc, il faut avoir toutes les normes sous sa disposition. Bien sûr, des fois, c'est compliqué de comprendre tous les textes. Mais au moins, il faut avoir ce recul-là. Il faut chercher le texte. Donc, il faut être en mesure de justifier n'importe quelle action qu'on fait sur un plan ou bien sur un détail. Il faut être capable de la justifier à travers un texte du règlement. S'il n'y a pas de texte, donc il faut à ce moment-là, on revient en pratique, on revient aux ouvrages classiques pour voir quelles sont les dispositions, bien quelles sont les recommandations. Mais principalement, c'est les normes de calcul qu'il faut maîtriser au fur et à mesure de son avancement de carrière. Il faut maîtriser ces normes. Ensuite, les méthodes de calcul et de dimensionnement. Donc, chaque bureau d'études a sa façon de travailler. Donc, pour ceux qui ont fait plusieurs stages, ils vont se retrouver avec plusieurs méthodes de travail, plusieurs façons de faire. Donc, ça peut causer de la confusion et de la frustration des fois de voir que pour le même article, pour la même prestation, on a autant de méthodes de faire. Donc, il faut développer sa propre façon de faire. C'est un domaine un peu compliqué, divergent, qui implique beaucoup de monde. Il y a de l'architecte, il y a le bureau de contrôle, il y a le laboratoire, il y a les entreprises, il y a l'exécution. Donc, ce facteur multiparamétral
fait en sorte que c'est un domaine qui est un peu compliqué. C'est pour ça que nous avons cette divergence dans les façons de faire. Donc, il faut développer sa façon de faire, mais il faut maîtriser le cheminement. Donc, par exemple, le cheminement que nous avons exposé tout à l'heure, collecter des données, analyser les données, ensuite les hypothèses, ensuite la conception, ensuite l'étude dynamique, ensuite le calcul de Ferrial. C'est une façon de faire, c'est une méthodologie de travail. Donc, chacun doit développer sa façon de faire en se basant sur le degré de maîtrise qu'il a sur le sujet. Ensuite, le troisième volet qui est très important, donc nous avons des collègues de l'Afrique subsaharienne. Je sais pertinemment que dans la majorité des pays, il n'y a pas de séisme, donc on fait toujours des calculs statiques. Mais n'empêche qu'il faut maîtriser ça pour deux raisons. Donc, on ne le souhaite pas, mais les choses changent. Donc, le Maroc n'était pas une zone sismique, considérée une zone sismique. Donc, avant l'incident d'Agadir 61. Après, c'était juste Agadir qui avait une réglementation un peu particulière pour la construction. Les autres villes du Maroc étaient construites en statique. Après l'incident de l'ECMA, c'est là où on a pensé à mettre en place une norme de calcul sismique généralisée pour tout le Maroc. Après 2011, on a fait une révision. Et aujourd'hui, donc après l'année dernière, après l'incident de Haouz, on a fait une dernière révision pour justement être en adéquation avec la réalité du terrain, avec l'évolution des choses. Donc maintenant, nous sommes considérés un pays avec une sismicité modérée et qu'on doit, par la force de la loi, appliquer le règlement parasismique dans notre bâtiment. Et le RPS 2011 stipule noir sur blanc que l'application de l'RPS est obligatoire pour toute nouvelle construction, même si il s'agit d'un bâtiment individuel, un logement, un petit magasin. Donc, il est obligatoire d'appliquer le règlement parasismique. Et aussi lorsqu'on fait l'intervention sur un bâtiment existant. Donc, lorsqu'on intervient dans un bâtiment existant, soit par surélévation, c'est-à-dire on ajoute un niveau, c'était un bâtiment plus 2, on a ajouté un niveau, il faut refaire l'étude sismique de la totalité du bâtiment. Ou bien on change de destination. Tout simplement, c'était de l'habitation. Après, on a décidé de le changer en commerce ou bien en bureau. Donc, le changement de destination implique automatiquement de revoir l'étude sismique et si ça nécessite de faire un renforcement de la structure existante, il faut le faire. Donc, c'est la norme et c'est la loi. Et c'est plutôt une loi. C'est pas une norme, c'est une loi obligatoire qu'il faut appliquer. Donc, la conception dynamique est une discipline importante à maîtriser par l'ingénieur ou bien le bureau d'études de structure pour bien faire son travail. Et en dernier lieu, une tâche qui n'est pas aussi très développée, c'est l'optimisation des structures. Donc, on fait des études. Malheureusement, il y a des bureaux d'études qui font n'importe quoi, qui surdimensionnent tout, qui surdimensionnent les poteaux, qui surdimensionnent les planchers, qui surdimensionnent les poutres pour être à l'aise et puis il ajoute des éléments n'importe comment. C'est vrai, c'est stable, c'est très stable, mais côté coût, donc le maître d'ouvrage est souvent lésé, pas côté coût. Donc, il faut maîtriser. C'est-à-dire, quand on maîtrise la norme, quand on maîtrise le calcul, on sait très bien, on sait comment optimiser, on sait ce qu'il faut rechercher, on sait ce qu'il faut vérifier. On a l'outil qui est nécessaire pour le faire. Donc, très important de maîtriser ces quatre volets. Donc, je passe au deuxième volet pour ce volet compétences. Donc, c'est les logiciels. Donc, la partie logicielle. Donc, premièrement, AutoCAD. Donc, il n'y a pas d'ingénieur structure qui ne maîtrise pas AutoCAD. Demain, ça va devenir Revit. Donc, AutoCAD, on ne peut pas s'en passer. C'est un outil d'échange aussi entre les différentes disciplines, entre l'entreprise, l'architecte. Donc, c'est un moyen de transmission de la documentation, mais c'est aussi un moyen de travail. Actuellement, c'est de travail. Il faut aussi un moyen de simulation et de calcul. Donc, c'est robot, dans notre cas, c'est ECLA, c'est SAP 2000, c'est ETAP, c'est ProStat, c'est Stade Pro. Donc, il y a énormément de logiciels. Mais dans les pays francophones, c'est souvent le pack Autodesk et c'est souvent robot pour la partie béton armé, surtout pour bâtir béton armé, et pour la charpente c'est robot et pour l'exécution c'est Advanced Steel. Et aussi le travail collaboratif. Donc aujourd'hui ce n'est pas très développé, notamment dans les pays d'Afrique, y compris le Maroc. Donc le BIM c'est un peu, on commence à l'initier dans les grandes structures, dans les grandes entreprises, mais demain ça va devenir une fatalité. Donc il faut prendre des initiatives, d'apprendre le logiciel, d'apprendre l'outil, d'apprendre l'utilité de l'outil. Et c'est ce qui va permettre un peu d'être à jour et d'être prêt lorsque ça devient une réalité qu'on ne peut pas s'en passer. Une fois le cadre sera dépassé, tout le monde va passer à Revit, tout le monde va passer au collaboratif. Et ensuite, le pack Office pour la synthèse, pour la réalisation de la documentation, pour les notes de calcul, les notes de synthèse. Donc, il faut maîtriser bien sûr le pack Office. Donc, c'est un moyen aussi indispensable. Donc, en dernier lieu, les soft skills. Donc, c'est un volet qui est très important à maîtriser. Et moi,
selon ma modeste expérience, c'est 6 ou bien 6 paramètres ou bien 6 compétences. La première, c'est l'éthique professionnelle. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que celui qui a fait l'étude, c'est la seule personne qui est pas capable de la juger. Personne d'autre ne peut venir vérifier tout, même un bureau de contrôle, même un chef hiérarchique. Donc, si on n'a pas d'éthique, on peut tricher, on peut introduire des paramètres pour faire passer notre structure. Donc, si il n'y a pas d'éthique, on peut facilement truquer ça et on peut laisser tout le monde valider par la suite. Parce que le premier qui a initié le travail, c'est lui qui maîtrise le plus ce qu'il a fait. Les autres ne peuvent pas vérifier, sauf qu'ils sont vraiment des experts et qu'ils ont l'outil, qu'ils ont le temps pour vérifier. Mais généralement, ce n'est pas le cas. Donc, il faut avoir de l'éthique professionnelle, il faut penser coût, il faut penser au risque, il faut penser à ça. Donc, lorsqu'on a l'honneur ou bien le privilège de faire partie de cette communauté qui construisent des choses qui vont peut-être exister pendant les 50, 60, 100 ans qui vont venir. Donc, il faut vraiment avoir une éthique professionnelle pour bien faire, pour bien maîtriser, bien sûr, en fonction des limites de ses connaissances et de ce qu'on sait, mais il faut faire de son mieux, c'est ça l'idée. Deuxièmement, travail en équipe. On a tendance à penser que l'ingénieur structure, c'est quelqu'un qui travaille dans un petit bureau sans distraction, avec ses jolis dessins, ses diagrammes, alors que ce n'est pas le cas. Donc, un ingénieur de structure ou bien un bureau de structure, il sera amené à travailler principalement avec l'extérieur, avec un maître d'ouvrage qui est exigeant, avec un architecte avec lequel il a des collaborations, on va l'avoir par la suite, et aussi avec le bureau de contrôle, avec les entreprises. Donc, il ne travaille pas seul. Et même un ingénieur de structure au sein de son équipe, il n'est pas seul. Il doit travailler avec des techniciens, il va travailler avec des projecteurs, il va travailler avec des maîtreurs, il va travailler avec son chef hiérarchique, il va travailler avec d'autres lots, par exemple la climatisation et tout, donc pour le passage des gaines, pour s'arranger sur la conception globale du bâtiment. Donc, tout ça fait en sorte que le travail en équipe est une partie prenante essentielle, une clé maîtresse pour bien faire son travail en tant que concepteur structurel. La communication, ça va de soi. Donc, quand on travaille en équipe, il faut bien savoir communiquer sans générer de la rancœur, sans générer de conflits, sans générer de friction, transmettre ses messages avec clarté, avec professionnalisme. Donc, tout ça, ça fait partie de la réussite. Ce n'est pas uniquement le volet technique. Malheureusement, aujourd'hui, on a des profils qui sont très puissants sur le plan technique, qui ont très bonnes compétences, mais malheureusement, ils ne savent pas communiquer. Elles se retrouvent toujours avec des difficultés avec tout le monde. Et les gens préfèrent beaucoup plus. Donc, si un manager a à choisir entre quelqu'un qui est puissant sur le plan technique, mais médiocre sur le plan communication et soft skills, avec quelqu'un donc qui est un peu moyen sur le plan technique, mais qui maîtrise bien le langage de la communication, certainement, il va privilégier la personne avec la communication, parce que c'est une facette, c'est une représentation. La personne ne représente pas lui seul, elle représente toute une boîte. Donc, c'est très important de voir ça. Et parmi les plaintes qui me viennent que moi, je suis plus compétent que X, mais elles ont nommé Y, monsieur Y ou bien mademoiselle Y sur moi, alors que je suis plus performant sur le plan technique. Il faut comprendre ça. Donc, souvent, c'est pas un piston, c'est pas parce qu'on aime cette personne-là, mais c'est juste qu'il faut voir aussi les autres aspects. C'est pas uniquement le volet technique qui est important. La quatrième compétence aussi, c'est la résolution de problèmes. Donc, lorsque nous avons un problème sur un chantier, il faut avoir de l'initiative de faire sa contribution. Résoudre un problème, c'est pas qu'on me colle le problème sur le dos que je le résous, mais je fais une contribution, même si ça fait partie de ma compétence, ou bien c'est pas mon problème, ou bien c'est pas moi qui ai fait ce problème. On est ensemble dans un seul projet, il faut le liquider, il faut le livrer pour passer à autre chose. Donc, si on a une contribution, il ne faut pas hésiter à faire son intervention, à proposer des solutions, à proposer des pistes d'amélioration pour mieux faire. Donc, ça, c'est aussi une compétence très importante. Et bien sûr, on a un problème, il faut essayer de le résoudre. Donc, le langage, genre, c'est mon poteau, je ne touche pas à mon poteau, je ne fais pas bouger mon poteau. Ça, c'est la résultat dynamique. Ça, ce n'est pas un langage professionnel. Donc, il faut soigner son langage, il faut essayer de trouver des terrains d'entente, il faut essayer d'expliquer, il faut essayer de comprendre le souci des autres, pourquoi ils font comme ça, pourquoi ils insistent sur un point. Comme ça, on peut très bien adapter notre langage. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi pour faire plaisir aux autres, mais c'est juste la façon de faire qui fait toute la différence. Et bien sûr, l'organisation et la gestion de temps, quand on travaille dans une structure, il se peut qu'on travaille sur 10 projets en parallèle. Donc, si on n'est pas organisé, si on ne gère pas notre temps, on va être submergé, on va travailler les week-ends, on va travailler pendant les nuits et ce n'est pas suffisant. Donc, il faut savoir s'organiser, il faut savoir hiérarchiser ses projets, il faut savoir déléguer aussi. Si vous avez une équipe, il faut savoir déléguer ça, déléguer des tâches que vous pouvez vous distiller. Donc, ça va venir dans le leadership technique, il faut encadrer votre équipe. Donc,
les gens ont tendance à garder ce qu'ils savent pour eux-mêmes comme un avantage concurrentiel, alors qu'ils se mettent à résoudre tous les problèmes eux seuls, alors qu'ils peuvent très bien former quelqu'un de la boîte pour faire le travail à leur place. C'est assez simple comme ça. Et quand on enseigne, quand on est un leader technique, quand on enseigne les gens, quand on forme les gens, on devient une référence et les gens viennent nous aider sans qu'on leur demande. Et s'il vous plaît, Youssef, est-ce que vous pouvez fermer le micro, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Monsieur Youssef. Donc, le leadership technique, c'est enseigner, c'est encadrer, c'est bien gérer son équipe, c'est bien gérer son temps. Et surtout, à l'échelle de la personne, il faut être organisé. Il ne faut pas mettre des dossiers n'importe quoi avec des noms arbitraires. Des fois, on cherche un seul dossier, on a du mal à le trouver. Donc, ça, c'est pas bien donc c'est pas bien pour un ingénieur de structure, comme j'ai dit, qui va travailler sur qui va gérer plusieurs projets en parallèle. Donc, en dernier lieu, s'il vous plaît, Monsieur Youssef, est-ce que vous pouvez m'écouter, s'il vous plaît, une dernière fois? Est-ce que vous pouvez fermer votre micro? Youssef Ndjiki, s'il vous plaît. Merci. Donc, voici quelques conseils pour mieux vous aider, surtout les débutants qui viennent de commencer leur carrière. Premièrement, il faut être proactif. Aujourd'hui, vous êtes dans une formation payante. Personne ne vous a demandé de faire ça. C'est votre prise d'initiative personnelle. Ça, c'est très bien. Parce que je ne dis pas parce que vous êtes ici en train de suivre ma formation, mais je dis que c'est une très bonne chose. Parce que les gens, dès qu'ils sont dans un poste, ils ne pensent plus à s'améliorer, ils ne pensent plus à prendre l'initiative, ils ne pensent plus. Donc, ils pensent le salaire et l'attente de mois à la fin du mois, et puis ils cherchent à se débrouiller. Donc, notre domaine, c'est un domaine qui évolue, c'est vrai, lentement. Et les gens qui prennent de l'initiative, qui apprennent d'autres logiciels, qui sont ouverts, qui font des rencontres avec des professionnels, ont beaucoup plus de chances de réussir que ceux qui stagnent dans un niveau. Malheureusement, on a des gens qui ont 10 ans d'expérience, mais c'est une année qui répète 10 fois. Alors que nous avons des gens qui ont 2 ans d'expérience et qui ont tellement évolué. Ils ont travaillé sur pas mal de projets, sur la charpente métallique, sur les structures mixtes. Ils ont fait des formations, ils ont suivi des tutoriels sur YouTube. Donc ça, c'est de la prise d'initiative. Personne ne vous demande et personne ne va vous payer pour ça. Donc, vous le faites parce que ça vous intéresse, parce que vous voulez vous perfectionner dans la matière. Donc, ça, c'est le premier conseil. Deuxièmement, il faut lire les ouvrages classiques. C'est vrai, c'est des ouvrages qui datent des années 60, 70, mais ils contiennent le fond du calcul de structure. Là, toute la théorie, c'est là où on peut l'expliquer. Aujourd'hui, on a de la chance d'avoir des logiciels. Nous avons des logiciels qui sont très puissants, qui sont très développés, qui nous aident à faire plus vite et plus rapidement, mais il faut toujours revenir à ces classiques-là pour comprendre la théorie derrière. Comme je disais tout à l'heure, il faut optimiser. Donc, pour optimiser, il faut comprendre ce qu'on fait. Pour comprendre ce qu'on fait, il faut lire la théorie, il faut revenir au texte. Bien sûr, il ne faut pas en abuser, mais au moins, il faut avoir une idée. Donc, vous avez Tonnier, Davidovici, Fuentes, Alain Capra, John Morel. Donc, ça, c'est des classiques du calcul de structure, que ce soit béton armé ou bien charpente métallique. Donc, il faut lire, il faut revenir lire ces ouvrages-là. Et une troisième compétence qui est aussi importante, et ça concerne également donc je profite de ça pour faire un appel à cette formation. On a tendance à suivre des formations, des vidéos passivement. On regarde, c'est très bien, ouais, c'est bien, maintenant je comprends, mais après on fait rien. Si on fait rien, tout va disparaître après quelques jours, si ce n'est pas après quelques heures. Donc il faut passer à l'action. Donc dans ce projet, on va traiter un projet pratique. Je vais vous communiquer les plans AutoCAD. Je vais vous communiquer toute la documentation et il faut suivre. Donc, si vous arrivez à suivre le moment de la formation, c'est très bien. Sinon, vous allez avoir les enregistrements. Vous allez à tête reposée prendre les enregistrements et suivre ce que nous avons fait pendant la formation, étape par étape, pour ancrer ces idées-là, pour tester. Parce que quand on teste, on teste vraiment le degré de compréhension. Parce que quand c'est théorique, c'est verbal, on a tendance à croire qu'on a compris. Mais dès qu'on met les choses sous les tests, on se rend compte qu'on a raté des choses, qu'on a raté des informations. Peut-être qu'on aura des problèmes. Et c'est l'occasion, lorsqu'on vient dans la séance prochaine, de discuter avec le formateur ou bien avec les autres professionnels sur ce problème-là, comment le régler. C'est comme ça qu'on apprend. Il faut passer à l'action immédiatement. Il ne faut pas attendre l'inconnu. Donc, il ne faut pas cumuler juste l'information comme ça. Ça ne sert absolument à rien dans un domaine aussi technique que l'ingénierie structurelle. Dernier conseil, il faut être patient. Aujourd'hui, avec les cartes bancaires, on a tendance à croire que on peut tout atteindre en un clin d'œil, comme ça.
Donc, une semaine pour apprendre le calcul structurel, 4 jours pour maîtriser les MES Project, 2 jours pour maîtriser je ne sais pas quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Donc, les gens qui vendent ce genre de promesses, ils vous vendent des choses qui ne sont pas réalistes. Donc, l'ingénierie structurelle, j'apprends des choses, je les applique, je les teste, et puis je reviens et j'applique, je teste, je fais un projet, j'atteins un forum, je participe à un séminaire, j'échange avec un professionnel. C'est comme ça que ça se cumule. Ça prend des mois, si ce n'est pas des années. Donc, c'est après quelques années qu'on va dire que je maîtrise robot, je maîtrise le calcul de structure, je sais parfaitement de quoi je parle. C'est pas en quelques semaines. Donc, malheureusement, on a tendance à vendre ce genre de promesses, mais ce n'est pas réaliste. Donc, c'est vraiment, ça prend du temps. Donc, il faut être patient. Donc, impatient pour l'application des choses, mais il faut être patient pour voir le résultat de ce qu'on fait. Donc, c'est après quelques mois, si ce n'est pas après quelques années, on va voir le fruit de ce qu'on fait. Voilà. Donc, on termine cette première partie. Je vais